Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe Actualité. Et nous célébrons aujourd'hui la journée internationale des infirmières et infirmiers, l'occasion de remercier ces professionnels de santé pour toutes les missions difficiles qu'ils accomplissent, parfois souvent même très ingrates, mais tellement essentielles. Sans eux, pas de système de santé opérationnel. Et à l'heure où le ministre de la Santé, justement Olivier Véran, demande l'aval de la Haute Autorité de Santé pour réintégrer les personnels suspendus, les soignants de Guadeloupe, eux, réclament un retour à la normale. Amputé d'un tiers de ses agents, le CHU, comme d'autres hôpitaux de France, peine à prendre en charge les malades. On se rend au BIC à Résistance, dans le parking du CHU. Je suis là, c'est une infirmière et puis on voit qu'il y a une infirmière qui a dans une situation qui est assez difficile. Mais nous avons dit, passons une bonne journée à toutes les infirmières qui ont continué le travail et qui ont la chance de travailler. Parce que nous savons tout ça, manœuvre que j'ai apporté depuis la pandémie. Là, ça. Et nous avons salué courage en tout cas à tous les infirmières en ce moment qui ont porté gomme. Et que même si ils reprennent le travail pour certains, ils vont continuer à gommer parce que tout simplement, ils savent qu'il faut porter gomme dans le lit là, tout simplement. Après 7 mois quand même que nous dénonçons les violences que fait les personnels. Après 7 mois, nous dénonçons inaccessibilité aux soins et conséquence ça c'est l'accessibilité de la qualité des soins d'établissement là. On y peut dans milliers d'agents de CHU qui sont en situation inconfortable, qui d'une part ont maladie, ont une absence diverse, en tout cas, le CHU d'un tiers effectif il va fonctionner. On va tout comprendre une partie de soins. Et ça concerne l'ensemble des établissements de santé en Guadeloupe, qui privés, qui publics. Donc c'est pour ça que nous avons exigé qui de nouveaux directeurs qui viennent là, qui a nouveau président du conseil de surveillance là, de toute façon, il faut parler, régler le problème que nous posons. D'abord pour une intégration de tous les salariés, mais paiement à tous les salaires au Guadeloupe, règlement de situation à tous les personnels du public et du privé, mais également, à rappeler, reconstituer la carrière à monde. C'est-à-dire que retourner, à pas simplement la sérénité, en fonctionnement normal à un établissement santé en Guadeloupe. Retourner à ça, nous patinons le choix. De toute façon, nous savons que 80% à Guadeloupe n'est pas vacciné ou payé vacciné, 80% de monde qui est à l'hôpital pas vacciné ou payé vacciné, et en plus, nous pas ni épidémie à développer. Donc ça veut dire que nous avons une situation particulière, il faut traiter de manière particulière. Et vu que la situation épidémiologique ne cesse de s'améliorer, les motifs impérieux depuis ou vers les Outre-mer ne sont plus obligatoires pour les passagers non vaccinés. Un test négatif à la Covid-19 au Covid-19 ne sera plus demandé à l'embarquement pour les vaccinés et le port du masque n'est plus nécessaire dans les avions. Et autre petite info santé intéressante, ça pourrait faire évoluer les mœurs effectivement ici en Guadeloupe et au-delà en France, qui sait. Eh bien, notez que l'Espagne est le premier pays d'Europe à instaurer un congé menstruel de 3 jours pour les femmes souffrant de règles douloureuses. On commence quand même à rentrer dans des logiques un peu plus humaines. Véritable petit bijou de la Guadeloupe, l'île Carrette est en voie de disparition. La faute à une fréquentation anarchique pendant des années. Ce bout de sable blanc est passé de 250 mètres en 2000 à 120 mètres de long en 2022. Alors, pour préserver cet îlot tout en maintenant l'activité économique, la ville de Sainte-Rose et le parc national entendent gérer autrement le trafic et les aménagements. Ils effectuaient une visite de terrain ce matin. Maxime Morel les a suivis, c'était nombreux quand même. Regardez. Ici c'est un trésor, c'est l'un des plus beaux trésors de la Guadeloupe. Donc il est important de l'appréhender comme cela. Après, il faut effectivement le préserver. Ça passe par un certain nombre de mesures. Alors c'est vrai que économiquement c'est important puisqu'il y a beaucoup de gens qui vivent de cet îlet, des professionnels, des touristes qui viennent régulièrement visiter.
Mais il faut qu'il y ait une coordination entre l'intérêt écologique et l'intérêt économique. Tout l'enjeu ici, c'est d'arriver à combiner effectivement la préservation de cet îlot sableux, un des rares îlots sableux du grand cul-de-sac marin, avec une fréquentation très importante et d'organiser cette fréquentation pour qu'elle puisse s'adapter au site, à l'évolution de son site et non pas l'inverse. C'est pas au site de devoir s'adapter en créant des enrochements, des blocages, c'est à la fréquentation de s'adapter, de s'ajuster, de se repositionner. Elles sont très importantes parce qu'à la fois il est toujours important de protéger un élément de biodiversité et d'accueil et de découverte par la population. Mais c'est important parce qu'il a un rôle important, il joue un rôle dans la gestion, la protection de l'ensemble de la baie, des équilibres de la baie. Parce qu'en fixant une partie de la population, aussi bien les activités des Guadeloupéens que le tourisme, il contribue à baisser la fréquentation dans les zones fragiles, les zones protégées du grand cul-de-sac marin. Donc c'est pour ça que nous on attache beaucoup d'importance à la pérennité de l'îlet Carrette. Il est vachement important que chacun soit bien conscient qu'il y a une mesure dans l'utilisation de cet espace et qu'il faut faire en sorte qu'il soit régénéré. Et nous, Ville de Sainte-Rose, nous avons pris le pari de participer au renouvellement de l'organisation de cette île par des aménagements nouveaux qui seront désormais amovibles, qui pourront bouger en fonction de l'îlet et puis par la suite créer réellement un état d'esprit Carrette. Et ça, c'est très important. Ce ne serait pas du tout dans notre intérêt qu'ils disparaissent. Et afin de fluidifier le trafic inter-îles entre la Guadeloupe continentale et Marie-Galante, la CCI rencontre les acteurs du transport maritime sur la Grande Galette. L'objectif, améliorer la desserte pour renforcer l'activité économique. Le reportage de Charlie Dagonia. L'objet de cette rencontre était de réunir tous les acteurs concernés par le transport inter-îles, donc les compagnies maritimes, les services de l'État, les services de la région et les différents maires de toutes les communes de Marie-Galante, afin de faire ensemble une réunion de travail pour trouver des pistes, des solutions qui faciliteraient les rotations et en tout cas la vie des Îliens, la vie des entreprises pour qu'il y ait des retombées économiques et pour que la commune de Marie-Galante puisse se retrouver, s'en sortir et puis que les choses soient fluides. En tout cas, on a besoin d'appliquer la continuité territoriale. On a besoin de mettre en place avec les services de la région et de l'État ce qu'on appelle des DSP, des délégations de services publics. Ce sont des sujets qui sont importants parce que ça impacte directement l'économie et la vie sur les îles. Et les raisons personnelles, et c'est même personnel, et aussi le ressenti de la population. Parce que quand vous avez une traversée que de 6h du matin et 17h, vous voyez, vous condamnez les Marie-Galantais. Moi, je prends l'exemple du maire ou de citoyen. J'ai une réunion en préfecture à 14h. Je dois partir à 6h du matin. Je végète toute la matinée en Guadeloupe. Et si la réunion va au-delà de 16h, par exemple à Basse-Terre, je suis obligé de dormir en Guadeloupe. Ça veut dire que je perds 2 journées de travail. C'est pas intéressant. Nous entendons bien la demande des Marie-Galantais pour la reprise des services de milieu de journée que nous assurons actuellement uniquement le vendredi. Seulement, la réalité est qu'au vu des flux de passagers que nous transportons et au vu de l'augmentation du prix du carburant, il ne nous est pas possible de remettre en place des rotations de milieu de journée sans une aide publique, sans un concours de l'État. Alors, ce concours peut être provisoire, le temps que le marché revienne à sa situation normale d'avant 2018-2019, et nous avons besoin d'un concours. Donc, c'est le message qu'on voulait faire passer ce matin. Les pistes qui ont été avancées, c'est surtout améliorer le service sur Marie-Galante. On sait que très bien, avec l'augmentation du gasoil, les taxes, les prix sont venus, je dirais, peut-être un peu excessifs. Donc, c'est pour cela, les rotations, on a dû diminuer les rotations, c'est-à-dire le matin à 9h ou le midi. Ça, c'est dû à l'augmentation du gasoil qui est très fort. Il n'y a que le vendredi où nous faisons la rotation de midi et demi, en milieu de journée. Bon, nous espérons que très vite, on va retrouver les rotations habituelles, mais pour l'instant, on n'a pas de vision, étant donné que chaque jour qui passe, on entend l'augmentation du gasoil, et ça nous fait peur, entre guillemets. Une situation inflationniste qui devrait perdurer au vu de ce qui se passe sur l'échiquier international. Il y en a certains qui ne sont pas pour l'apaisement des tensions, au contraire. Et le transporteur aérien Corsair, lui, se réjouit de limiter son impact environnemental avec des avions qui consomment moins de carburant et qui font moins de bruit. Il souhaite aussi se positionner en tant qu'acteur social en soutenant l'emploi, avec notamment la création d'une base sur Pointe-à-Pitre
qui comptera à terme 40 effectifs. Le reportage. Ce qu'il faut retenir, c'est que Corsair renforce sa présence ici en Guadeloupe. Très clairement, on a un ancrage qui est historique. Ça fait plus de 30 ans que nous desservons évidemment ce territoire et on entend renforcer notre présence. Et par renforcer notre présence, on veut montrer que nous investissons dans la qualité de notre produit, d'une part, parce qu'on renforce notre programme de vol, davantage de vols vers Paris, 2 vols par jour, le plus souvent dans l'année, toujours un vol quotidien, des vols directs vers la province aussi pendant l'hiver. Donc ça, c'est plus de qualité en termes d'étoffement de notre programme. C'est davantage de qualité avec notre nouvelle flotte. Nous avons le Néo, le 330 Néo, qui opère de manière quotidienne sur Paris-Pointe-à-Pitre. Et ça, c'est le meilleur produit dans toutes les cabines, en business, en premium economy pour nos clients. Donc on continue d'investir dans la qualité de ce que nous proposons à nos clients. Mais au-delà, finalement, de cette qualité de service et de produit, on s'investit parce qu'on estime qu'on a une responsabilité sociétale. Alors, d'une part, d'un point de vue environnemental avec notre nouvelle flotte, avoir des avions, des Néo de nouvelle génération, c'est des avions qui consomment moins de carburant avec une empreinte carbone beaucoup plus faible, moins 25% de consommation de carburant par rapport à la génération précédente, moins 60% de nuisances sonores. Donc c'est absolument considérable en termes d'impact environnemental et c'est notre première responsabilité de limiter notre impact environnemental. Ensuite, au-delà, notre responsabilité sociétale, c'est de peser dans la vie quotidienne des territoires que nous desservons. Et donc ici en Guadeloupe, notre rôle, c'est de participer activement par des partenariats à la vie locale, mais aussi à la mise en avant des territoires et notamment de la Guadeloupe. Donc c'est pour ça qu'on est aussi partenaire d'événements emblématiques comme la Route du Rhum, par exemple, en novembre prochain, qui mettra évidemment en avant fortement la Guadeloupe. Et puis notre responsabilité sociétale, c'est surtout une responsabilité sur l'emploi. Ça compte énormément pour nous et donc on a choisi d'ouvrir des bases de personnels navigants commerciaux ici pour justement soutenir l'emploi. 40 jeunes seront basés ici en Guadeloupe. La base a été inaugurée la semaine dernière. Nous avons déjà 13 personnels navigants commerciaux qui sont basés déjà à Pointe-à-Pitre et qui opèrent des vols entre Pointe-à-Pitre et Paris. Les 27 autres sont encore en formation et seront basés au fur et à mesure à Pointe-à-Pitre. Ça fait partie aussi de notre engagement de développer l'emploi localement et également au sol dans nos équipes ici locales, notamment commerciales. Nous renforçons les équipes pour relever les différents défis que j'ai cités et là aussi pour stimuler l'emploi. Et les jeudis de l'alternance, eux, font leur retour à Blémao. Mission locale, Pôle emploi, RSMA, entreprises et divers centres de formation étaient présents puisque la collectivité souhaite multiplier les opportunités pour les jeunes de trouver une formation rémunérée. Le maire Hélène Polifonte n'a pas manqué de rappeler que les collectivités ne peuvent plus recruter à outrance et absorber à elles seules une grande partie du chômage, surtout chez les jeunes. Regardez. Nous espérions tout simplement que ce sera une belle réussite. Effectivement, depuis 9h du matin, on a du passage, on n'a pas une grosse foule, et tant mieux parce que la situation Covid n'est pas terminée. Et donc nous avons un passage de jeunes depuis ce matin. Donc un jeudi de l'alternance auquel nous sommes habitués. Je dirais dans cette configuration, c'est la 3e édition. Mais il faut savoir que le jeudi de l'alternance, ça fait très longtemps sur le territoire de Blémao. Nous sommes en tout cas fort heureux, moi-même, ainsi que mon élu Jocelyne Eustache Dalila, en charge de l'insertion, de la réussite, je dirais, de cette belle manifestation. Ce que nous voulons surtout, et je le dis souvent et je le répète, c'est de permettre aux jeunes de trouver des réponses adaptées à leurs problèmes. D'accord? Et donc, en ce sens que nous avons différents partenaires, la mission locale, qui est notre partenaire incontournable avec qui nous avons une convention de partenariat, bien sûr. Nous avons d'autres conventions sur notre territoire, par exemple avec le RSMA, avec qui nous travaillons, mais aussi nous avons le Pôle emploi avec qui nous travaillons. Et ce matin, vous le voyez, nous avons des agences intérimaires, nous avons des centres de formation d'apprentissage présents aujourd'hui pour permettre à nos jeunes de trouver soit une formation en alternance, soit un contrat d'apprentissage, mais aussi également des contrats d'embauche. Alors je suis actuellement BUTGE à Saint-Claude qui est en partenariat avec l'ASFO et malheureusement il y a beaucoup de CFA ici et très peu d'entreprises, ce qui fait que pour chercher une entreprise précisément alors qu'on est déjà en partenariat avec l'ASFO, ça devient très vite compliqué quand 70% des stands sont déjà réservés au CFA. Il faut que nos jeunes se mobilisent lorsque nous organisons des manifestations de ce type parce que ce langage de vérité, je l'ai. Les collectivités aujourd'hui ne peuvent à elles seules être un pourvoyeur d'emploi
pour les jeunes. Les mairies sont en difficulté et nous avons des partenaires qui nous aident. Nous avons des entreprises sur notre territoire. C'est une occasion, c'est une aubaine, c'est une chance qui leur est offerte. Il faut pouvoir la saisir parce qu'au niveau des villes, eh bien, on n'a plus cette opportunité. Un reportage signé Stanley Manicor. Et on part maintenant pour la présentation de la deuxième phase du plan de rénovation de l'archipel. Cette scène nationale, la seule labellisée en Guadeloupe, subit régulièrement des infiltrations, de quoi bien détériorer les lieux qui ne sont plus praticables. La salle Sonny Rupert et le studio de danse devront être entièrement refaits, par exemple. Le reste en images. La seule salle de spectacle qui est labellisée salle nationale, ça veut dire qu'il y a des aides du ministère de la Culture sur cet endroit dans lequel on peut favoriser la promotion du spectacle vivant, donc toute la musique, le théâtre et toutes les scènes de représentation. Et donc cette salle, l'archipel, avait besoin de travaux de rénovation parce qu'il y avait des problèmes d'infiltration d'eau et donc on est venu, avec le plan de relance, avec France Relance, on est venu épauler le département qui avait ce projet mais qui n'avait pas assez de financement. Et donc, à hauteur de 50% de financement, on est venu pour, premièrement, faire une première phase de remise aux normes, en étanchéité de l'ensemble du domaine. Et puis, on a refait aussi l'ensemble du parvis. Et puis là, je suis venu voir la réalisation de cette première phase. Et puis, le lancement de la deuxième phase, 1,3 million d'euros aussi, financé à 50% par France Relance, qui vise à refaire intégralement 2 salles qui sont extrêmement importantes pour l'archipel. La salle Sonny Rupert, dans laquelle on pourra avoir des représentations, et puis le studio de danse, qui lui va être entièrement refait, qui est extrêmement important puisque ce sera le seul studio de danse qui réponde aux normes nationales, dans lequel on pourra faire venir le Centre national de danse, où on pourra même faire passer des jeunes en audition pour intégrer les centres de formation de danse au niveau métropolitain. On a pu les constater lors de la visite ce matin. Il y a cette deuxième tranche à hauteur de 2 600 000 euros, donc 50% pour l'État, 50% pour le conseil départemental, qui vont permettre d'aller plus loin. Important pour nous parce que nous savons que les artistes locaux, les artistes guadeloupéens sont en attente, suite notamment à la situation que nous avons vécue dans le cadre de la crise sanitaire. Donc ils ont besoin d'avoir des moyens pour repartir. L'archipel aujourd'hui est un espace qui est en devenir, c'est un espace qui va leur permettre de s'exprimer entièrement, de créer, de produire, mais aussi de se représenter. Donc important pour nous, important pour le territoire, pour nos artistes, mais nous pensons également plus largement aux artistes internationaux et même dans la Caraïbe. On se rend maintenant à Morne-à-l'Eau pour l'inauguration du Lolo Pays de Michel Macaya-Zénon. Très attachée au patrimoine et au lien social, elle souhaite remettre au goût du jour ce type de commerce de proximité avec une préférence affirmée pour les productions 100% locales. Bon, elle a précisé que quand même, il n'y a que les emballages effectivement qui ne sont pas créés ici. Bon, ça va de soi. Le reportage. Ce concept, en fait, remonte à mon enfance parce que je suis en fait de ce quartier de Duno, Bragelonne, et dans notre quartier, il y avait etc. de Lolo. Juste en face ici, il y avait le Lolo de Madame Deloumo, et de l'autre côté ici, il y avait le Lolo de Madame Morphée. Mais il y avait également Madame Hérisson, il y avait Madame Gervaise, il y avait Madame Lanclume. Dans les années 60, c'était les bonnes fontaines, c'était le Lolo et les jardins. Donc ici, c'était vraiment un espace de vie où toutes les personnes avaient des enfants, 5, 6, 7, 8 enfants, et nous avons tous été élevés ici. Donc depuis très petite, j'ai été en lien avec le Lolo. Alors après, j'ai fait des études de commerce. Plus tard, j'ai fait des études de sociologie. Tout ça, ça m'a conforté dans mes choix, ce qui m'a permis aujourd'hui, progressivement, d'une part en tant que professeur de vente, de pouvoir réfléchir à un concept, d'autant plus que nous avons une population qui est vieillissante, et cette population qui est vieillissante a besoin de proximité, a besoin d'écoute, a besoin de solidarité, a besoin aussi de la santé. Parce que les produits que nous vendons, ce sont des produits qui sont faits en Guadeloupe par des Guadeloupéens et avec des produits de Guadeloupe. Donc c'est vraiment du 100% local à part les emballages et les conditionnements. C'est une très belle initiative d'ouvrir ce commerce, on peut le dire, ce coin que Madame Macaya appelle Lolo Pays. Donc, à partir de ce qu'elle nous a présenté, ça va contribuer à la promotion des produits locaux et puis à l'accompagnement des créateurs, de ceux qui produisent en Guadeloupe. Donc, c'est pour cela que nous disons que cette initiative peut contribuer
également au développement économique de la ville. Hein. Vous savez, c'est à travers des petites actions telles que celle-là que l'on arrive à faire bouger les choses au sein d'une collectivité, notamment cette collectivité communale. Donc le temps est venu pour que les Guadeloupéens de toute nature puissent ouvrir leur commerce, s'approprier des choses de la ville, s'approprier de leur pays, et que nous ne soyons pas des gens en train d'assister, de voir les autres faire. Le moment de l'action est venu. Et on ouvre maintenant un volet sport avec la présentation du 19e Grand Prix cycliste du Conseil départemental. Les coureurs s'affronteront pour 6 étapes réparties sur 2 week-ends de compétition. Plus de précisions dans ce reportage d'Olivier Félix. Dans un premier temps, la reprise des compétitions, mais surtout faire en sorte que la vie d'avant puisse reprendre, faire en sorte que le sport retrouve sa vraie place après cette crise sanitaire qui nous a beaucoup perturbés, que ce soit au niveau familial, au niveau économique. Donc maintenant, il faut qu'on puisse partir sur une nouvelle compétition. Donc nous avons mis en place cette compétition à Manche de façon à que tout le monde puisse participer et faire une belle fête avec les Guadeloupéens. Une fête sportive, c'est vrai, il y aura de la performance, mais aussi une belle fête sportive pour tous les Guadeloupéens. C'est une épreuve dite associée, où il y a une succession d'épreuves à étapes en circuit ou en ligne, où il y a un classement de régularité. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas 10 000 maillots. On n'a qu'un maillot jaune qui récompense le meilleur coureur sur les 6 manches. On a intégré les jeunes, comme je l'ai dit en préambule. On a la recherche de jeunes de talent. Donc les juniors n'ont plus à avoir peur des seniors. Il faut se battre. Et il n'y a plus de braquets illimités ou limités. Il faut y aller. Et à travers les distances, les formats de course, on veut que les juniors bousculent les grands. Et c'est pour ça qu'on a mis un classement spécifique pour eux dans le classement, mais pas de maillot parce qu'on veut qu'ils aillent chercher le maillot jaune. Il s'agit pour nous aussi de montrer que nous tenons compte de toute l'intégralité des communes de la Guadeloupe. Il est très important que la désirade guadeloupéenne se sente sensibilisée aussi sur cette manifestation. Donc nous avons cette année décidé de faire cette belle étape à la désirade pour prouver aux désiradiens qu'ils ne sont pas des oubliés. Le conseil départemental les accompagne, que ce soit au niveau social, mais aussi au niveau du sport. Il faut savoir qu'il y a des gens qui travaillent aussi, ils sont encore en période scolaire, examen. Tout le monde n'est pas forcément fan de vélo. Donc tant qu'on peut éviter les routes nationales pour éviter d'encombrer la circulation, tant mieux. Mais on rappelle aussi qu'aux automobilistes, normalement, il y a un circulaire. Dès que la voiture ouvreuse arrive, il est obligatoire de s'arrêter afin de laisser passer les coureurs pour éviter tout accident. Et ça, c'est important. Nous allons axer une campagne de communication pour sensibiliser à cette notion de partage de la route, mais surtout aussi s'arrêter quand la caravane arrive pour éviter qu'il y ait des accidents. Comme on a connu au Denis Manette avec un jeune qui s'en sort, mais malheureusement, il aura encore des séquelles. Et les équipages s'entraînent déjà dur pour la prochaine Route du Rhum. Pour se mettre en jambe, Armel Lecléac de la team Banque Populaire a réalisé une petite transat test. Il est arrivé à bon port aujourd'hui. Regardez. Très content, ouais, effectivement. Sous le soleil qui se lève, on a eu quelques grains cette nuit. Et puis surtout, après une traversée très instructive, un entraînement, un vrai entraînement pour la Route du Rhum, parce que c'était vraiment l'objectif de faire cette transat entre la Bretagne et ici Pointe-à-Pitre pour se préparer au mieux pour la Route du Rhum qui sera le grand rendez-vous cette année. Alors on était 5 personnes, moi j'ai été à faire toutes les manœuvres, donc les 4 autres n'avaient le droit de toucher à rien en termes de réglage de manœuvres. Par contre, on avait un médiaman, donc une personne qui a fait pas mal d'images, de photos, de vidéos, pour raconter un peu ce que moi je peux vivre à bord quand je suis tout seul. Et puis 3 autres personnes qui étaient là plus pour surveiller la partie technique, essayer de trouver des éléments pour améliorer la performance, plein de détails. Donc à la fois c'était du solitaire mais avec du monde à bord, donc ce qu'on dit souvent c'est du faux solitaire, mais c'était essentiel pour bien progresser en vue de la Route du Rhum. La collaboration, c'est d'être là en backup au cas où Armel ait un problème, ce qu'on ne lui souhaite pas, mais c'est de participer à
à l'évolution du bateau, la prise en main, la performance. Et puis, comme Armel a tout fait en solitaire sur la transatlantique, nous, on a assuré la sécurité et la performance à côté. Donc, c'est Armel, le skipper du bateau. Il prépare la route du Rhum. Il a tout fait en solitaire. Et nous, on est là pour observer et parer aux éventuelles avaries et puis progresser avec le bateau surtout. Et je lui ai proposé de travailler avec nous cette année pour préparer cette route du Rhum qui était un grand rendez-vous. Puis nous, c'est vraiment un objectif majeur. Donc Sébastien a une grande expérience sur ses bateaux. Il connaît bien le large, la régate. Donc c'était intéressant qu'il amène aussi son œil, un œil différent, d'apporter peut-être autre chose que moi, ce que je peux connaître, ce que j'ai l'habitude de faire. On repart le 22, donc dans 10 jours. On va avoir quelques opérations ici sur place en Guadeloupe. On va profiter un petit peu quand même de cette belle île. Et puis ensuite, on repartira en équipage donc jusqu'aux Açores pour s'entraîner pour une première course qui aura lieu en équipage au départ de Concarneau début juillet. Et puis ensuite, je finirai en vrai solitaire entre les Açores et l'Orient pour faire ma qualification pour la route du Rhum. On doit effectuer un parcours de 1200 000 minimum, donc ce sera ma qualification à effectuer cette année. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.